African Parks, c'était une petite organisation qui est née en fait un peu de la crise de la conservation en Afrique. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que tout le patrimoine naturel africain était sous de grandes pressions. Une des vraies questions, ça a été de voir qu'en fait, ce qui manquait en Afrique, c'est une réelle gestion des aires protégées, un vrai management. Donc African Parks a voulu vraiment se spécialiser dans le management et dans la prise de responsabilité de la gestion des aires protégées. African Parks prend la totalité de la responsabilité. C'est-à-dire que si un éléphant est tué dans un parc, on est en partie responsable de ça. Le fait qu'on ait eu de bons résultats sur le continent nous a permis de grandir. Et actuellement, nous gérons 13 aires protégées en Afrique. Ce choix s'est fait sur un constat. Le constat que quand nous sommes arrivés aux affaires, ce parc était en souffrance de gestion, en souffrance de conservation, en souffrance de management et que ce patrimoine précieux, je rappelle que c'est quand même la dernière grande réserve animalière d'Afrique de l'Ouest, était en train de mourir à petit feu. Donc le chef de l'État m'a demandé d'aller voir comment ça se passe ailleurs, quels sont ceux qui ont cette expertise-là, notamment en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud. Et c'est ainsi que lors d'une visite au Rwanda, j'ai découvert que l'ONG African Park Network, qui au lendemain du génocide a permis la revitalisation et la régénération de ce parc animalier. Aussitôt, le contact a été pris avec eux, ils sont venus et nous avons donc pu trouver un accord pour qu'ils puissent nous accompagner dans la revitalisation, la renaissance du parc de la Pendjari, pour d'abord en faire un outil de conservation de faune et de flore, et ensuite évidemment un outil touristique. Quand on est venu la première fois au niveau de la Pendjari, on s'est bien rendu compte qu'un des problèmes majeurs était le braconnage. Et quand on a observé ce qui se passait au niveau du terrain, on a très bien vu qu'il y avait une difficulté d'assumer cette responsabilité de par les institutions qui étaient présentes, mais qu'il n'y avait pas une réelle professionnalisation du travail de protection du parc. Et donc, on a recommandé d'essayer de mettre en place une brigade spéciale pour les parcs nationaux, et chose qui a été faite et qui nous a permis tout de suite de pouvoir recruter dans la périphérie du parc de la Pendjari, de former et de permettre à ces gens d'être formés et de devenir des professionnels dans ce métier-là. Le recrutement des rangers a été fait à travers un décret spécial qui a créé la brigade spéciale pour la sauvegarde de la Pendjari. À travers ce décret, nous avons choisi de favoriser les riverains pour être nos rangers. Donc ce qu'on a fait, c'est on a travaillé à travers les avigraphes pour assurer que le maximum de riverains participaient dans le processus. On a fait une présélection de postulants qui ont participé alors dans une sélection de 2 semaines où on a arrivé à 35 rangers pour une formation. African Parks a décidé de travailler avec les eaux et forêts pour assurer la meilleure formation des gardes. On a recruté avec les eaux et forêts des officiers et des sous-officiers pour nous accompagner. Ils assurent qu'on capitalise sur toutes les connaissances locales, les connaissances des lois pour la formation des rangers. Les experts de l'anti-braconnage African Parks ont établi, à travers leur expérience, un système de formation, des procédures standards d'opération pour la formation des rangers. Et on suit ça pour assurer qu'on a le niveau, la qualité qu'on a besoin pour faire l'anti-braconnage dans le parc.
Nous avons voulu gérer le parc à partir du parc même. Donc on a construit une base opérationnelle à travers le plan d'urgence de la sauvegarde de la Pendjari, financé par le gouvernement du Bénin. Et on a construit la base où on est aujourd'hui. Depuis des années, le parc était géré de la ville de Tangueta, qui est, disons, à la limite du parc national. Et quand African Parks est venu, on a jugé que pour permettre de mieux gérer le parc et assurer sa protection, il faut travailler dans le parc, être vraiment présent. Et c'est pourquoi on a décidé de construire la base opérationnelle au milieu, au cœur du parc, pour pouvoir la bonne protection et assurer la présence. La base doit servir comme la base de toutes les opérations de terrain de African Parks et de nouvelle gestion du parc. Zone boisée. Ils ont une formation très poussée. Ils ont eu beaucoup de cours très intéressants pour eux, ce qui va leur servir dans leur travail. Ça passe du légal à l'éthique, jusqu'aux formations de patrouille qu'ils vont avoir dans leur travail, quelques notions de survie, tout ce qui va leur servir à effectuer leur travail dans le parc. C'est un travail long et difficile. Il y a beaucoup d'épreuves qu'ils vont devoir surmonter. Ça ne va pas être facile, c'est un travail qui est épuisant. Donc ils vont devoir avoir une motivation et une discipline très haute. Ce n'est pas un travail facile qu'ils vont faire, mais je sais qu'ils ont la motivation pour le faire et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Avec les formateurs étrangers, ça a été un véritable partage d'expérience. Et nous avons veillé à ce que leur enseignement cadre avec nos réalités sur le plan national. Et tout ensemble, nous avons tout fait pour donner la meilleure formation possible à nos rangers dans le travail qu'ils auront à accomplir. Cette première promotion des Rangers marque que le début. Pas seulement du travail important de African Parks pour sauvegarder la Pendjari, mais aussi de notre programme ambitieux de promotion de tourisme pour soutenir la vision du gouvernement béninois et surtout pour assurer la durabilité du complexe de la Pendjari. Nous vous promettons que d'ici les années à venir, le braconnage serait à 0% dans le parc national. Nous allons déployer toutes nos forces et capacités pour y arriver. Il faut noter que ça a été du nouveau pour la région parce qu'on n'a pas connu cet engouement au cours d'un recrutement des jeunes riverains pour la conservation, pour la gestion du parc. Je pense que ça montre la maturité de la population et la volonté déterminée de celle-ci à vraiment participer à la conservation, à la préservation du parc Pendjari. Les choses ont changé. Et le premier changement est intervenu avec la toute première promotion des rangers que nous avons mis en activité depuis le 11 décembre dernier. Je crois qu'avec ceux-là, les missions ne sont pas les mêmes. Sinon qu'en temps, nous avons des postes fixes où nous installons des bivouacs pour la surveillance du parc, pour les opérations du parc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
c'est des gens qui sont de façon permanente en mouvement, ce qui permet réellement de fouiller tous les points sensibles du parc et en temps réel. Nos activités sont accompagnées d'un aéronef, un ULM, qui nous permet de faire le tour pour observer un peu ce qui se passe dans tout le parc. Quand nous parlons de braconnage, le Béninois lambda ne va pas percevoir un peu ce que nous voulions dire par là. À titre d'exemple, je vais vous présenter un peu le résultat des activités de lutte anti-braconnage que nous avions dans le parc. La plupart des scellés saisis sont transférés au tribunal et sont maintenus là-bas. Il y a également les coupes pour les machettes. Vous avez des pioches, des haches. Vous avez aussi des pointes d'éléphants d'ivoire saisis. Il faut comprendre que ces braconniers font dans le parc avec un dispositif bien important. C'est le cas du panneau solaire que vous avez vu ici. Ça, c'est un dispositif qu'ils installent parce qu'ils séjournent longtemps à l'intérieur du parc. Ça leur permet de charger leur portable et puis d'avoir de la lumière également. Et les pièges que vous voyez ici, pour les grands mammifères. Au vu de tout ça, vous pouvez comprendre l'importance du travail abattu par les équipes de surveillance de lutte anti-braconnage pour la sauvegarde du parc. La piste d'atterrissage qu'on a décidé de construire dans le parc est très importante pour assurer les opérations de terrain. Donc d'abord la logistique, mais surtout la surveillance du parc. Le ULM est de fabrication tchèque. Il a été monté en Afrique du Sud. Les essais ont été faits préalablement en Afrique du Sud. Ensuite, l'Afrique du Sud l'a mis en container, a envoyé le container à Nititango, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, de la Penjari. À l'aérodrome de la Nititango, on a assemblé l'ULM, c'est-à-dire qu'on avait les ailes qui étaient à côté, ce côté dans le container, avec l'empennage et l'hélice. Il a suffi qu'on assemble l'empennage à l'arrière, les ailes, faire les connexions, carburant, les connexions électriques, régler l'hélice, poser l'hélice, faire une check moteur et ensuite j'ai fait les essais autour de la piste. C'était parfait, hein. On a bien révisé l'appareil avant de voler. J'avais fait tourner préalablement le moteur au sol, donc j'avais contrôlé toutes les températures, fait le tour, l'ensemble de l'appareil. Écoutez, je connais cet appareil déjà préalablement, il vole très très bien. La salle d'opération est fonctionnelle 24 heures par 365 jours par an. Il y a toujours quelqu'un qui est en travail, qui suit ce qui se passe dans le parc. Il suit ça comment? Pendant 3 chaînes de communication. Le premier, c'est la connexion satellite, qui nous permet aussi d'être en contact avec le monde entier. La deuxième, c'est la communication avec ce qu'on appelle trackers. Celui communique directement par satellite avec notre ordinateur ici, qui est connecté au Internet. Chaque équipe de garde ou chaque voiture qui se déplace ont un petit appareil qui est connecté au satellite via GPS et un émetteur satellitaire tout le temps. Donc ici, dans cette salle, on peut voir chaque équipe, où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. On peut même communiquer par le petit texte avec eux directement. Donc au cas où ils voient quelque chose, une activité illégale, un comportement des animaux bizarres, une autre action qui a besoin d'intervention rapide, on a une information directement. Il y a une autre chaîne, numéro 3 qu'on utilise pour la communication, et c'est le système VHF, radio VHF. Cette radio, ils ont aussi un petit GPS dedans qui nous permet par un logiciel spécial de suivre le radio dans le terrain. Chaque soir,
Une équipe se trouve ici dans la salle de contrôle avec les responsables de lutte anti-braconnage. On regarde où sont les équipes, où sont les menaces, quelle est l'information qu'on a obtenue du terrain et on donne instruction à chaque équipe chaque jour où il doit intervenir. He's falling, he's falling, he's falling. Jusqu'à que je dis rien. Okay, can you indicate us direction? This is the dart we use. Dart them into some good muscle, usually on the hindquarters, the hind leg. Occasionally we'll dart in the front leg or the back. It takes about 5, 6, 7 minutes for the elephant to become immobilized, to go down. We usually lose sight of it, and it has to be followed by the plane in the air. So the observer and the pilot are following the elephant, seeing where it goes down, telling us where to go, and also the ground crew with the vehicles where to go. We have to approach with care. The position of the elephant is important. It's best for us if it's lying on its side. If it's lying on its chest, on its sternum, the breathing can be a problem, so we like it lying on its side. If it's not on its side, we tend to push it on its side. Obviously making sure that the lower eye is not in thorns, making sure that the trunk is not blocked under the tusk or under the leg or the body. Breathing is the most important thing. I'll often give a drug which will improve the breathing. And once we're comfortable, the breathing is good, the animal is stable, then we can continue with the procedure to collar the elephant. The tricky thing is to actually get the collar underneath the neck of the elephant. So we put push a piece of reinforcing steel underneath the neck of the elephant, attach the collar to it, and pull the collar through, and then start attaching. C'est bon, c'est bon. On met le lot pour refroidir un peu le corps. Parce qu'elle dort, on est au soleil, il fait quand même un peu chaud, donc c'est pour essayer de refroidir le corps. Plus important est suivre la respiration. Disons, on a endormi un animal, c'est comme avec personne à l'hôpital sous anesthésie. Il faut le suivre, il faut suivre ses fonctions. S'il cesse de respirer, il va mourir comme un homme. And finally, when we finish with the collaring, we've done everything that's necessary. We'll move off with the vehicle and the people. We give the antidote, and about 2 minutes later, the elephant will stand up. On reçoit par satellite une position pour chaque éléphant avec le collier. Donc chaque 6 heures, on a une position. Maintenant, si on voit que l'éléphant a quitté dans la zone non protégée, on doit avertir nos collaborateurs ou on envoie notre équipe pour vérifier leur état. Si on trouve que l'éléphant n'a pas bougé, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc encore une fois, il faut aller vérifier ou par moyen pédestre ou envoyer un avion qui peut repérer le troupeau et l'éléphant avec le balise et vérifier s'il va bien ou non. Au cas pire, si l'éléphant ne bouge pas, ça veut dire qu'il est mort, il peut être braconné. Mais ça peut aussi arriver que peut-être il était debout sous les arbres trop longtemps ou le bout de l'eau, parfois quand ça vient sur le collier, parfois ça peut un peu interrompre la transmission. Mais dans tous les cas, si elle ne bouge pas pendant un certain temps, on va vérifier.
vraiment une grosse opportunité ici à la Pendjari avec la culture de la cogestion qu'il y avait quand on est arrivé. Et on veut vraiment capitaliser sur ça. Donc les AVGREF sont un partenaire très important. Mais notre stratégie sur la périphérie est vraiment basée sur le fait qu'il faut vraiment que les riverains bénéficient au maximum du parc. Depuis début 2017, on a collaboré ensemble avec le nouveau partenaire qui est African Park Network. Et on a fait des sensibilisations et ils nous ont responsabilisés à faire les sensibilisations dans les villages. Aujourd'hui, nous avons eu des éléments de la population qui participent à la surveillance avec eux. Et nous avons aussi eu la chance que nos enfants, nos élèves qui visitent le parc, je pense que c'est une grande opportunité que nous avons gagnée. Les enfants sont un bon vecteur de sensibilisation. À travers les enfants, nous pouvons toucher aussi bien eux, les enfants, que les adultes. Et si eux, ils sont convaincus, on a des chances que dans le futur, ils ne vont pas être des braconniers, ils vont même s'engager à le protéger, ce parc-là. Si on veut pouvoir assumer que la périphérie, par exemple, du parc, qui va passer de 40 à 50 000 personnes à 100 000 personnes dans les 10, 15, 20 prochaines années, il faut qu'on permette à ces gens-là d'avoir accès à de nouvelles économies. Et pour avoir accès à de nouvelles économies, il faut également être mieux éduqué, plus formé. Et donc, les deux éléments, travailler sur l'économie, les filières qu'on pourrait apporter et travailler sur l'éducation. Le troisième élément environnemental, on n'en a pas beaucoup parlé, mais si on regarde ce qui se passe au niveau de la périphérie actuellement, il y a une très forte dévalorisation des sols. Il y a une agriculture expansive importante qui, à la longue, ne pourra pas continuer, il n'y aura plus d'espace. Donc il faut arriver à investir dans la terre, dans le sol, de manière à pouvoir rendre ce sol plus productif. Pour African Parks, le tourisme est très important, surtout pour assurer la durabilité économique du parc. Nous, ce qu'on propose ici aux touristes, c'est un hébergement, et pas uniquement un hébergement, c'est vraiment une expérience. Les clients sont accueillis et hébergés dans des tentes avec tout le confort nécessaire. Donc on a actuellement 5 tentes qui peuvent héberger entre 10 et 13 personnes. On a des lits doubles pour les couples et des lits séparés si jamais il y a des amis qui viennent ensemble. Le lodge, il faut savoir que on fonctionne sur panneaux solaires et on est sur un forage pour avoir un minimum d'impact sur la nature. Donc dans le principe de l'éco-lodge. Ce qu'on veut ici, c'est que les clients se sentent à l'aise, un petit peu comme à la maison, qu'ils aient ce lien entre la nature et l'intimité avec la personne qui les reçoit. Il y a une certaine notion sur le nombre de certaines espèces, mais pour African Parks, pour établir une base d'où on commençait, on planifie de faire un recensement aérien total de tout le complexe Pendjari en avril-mai 2018. Ça va nous permettre de comprendre les tendances pendant quelques années, les tendances générales de certaines espèces. Et ça va aussi servir comme un indicateur de notre travail. Il y avait un enjeu de préserver notre biosphère tout en créant, et ça c'est très important, des valeurs ajoutées, des revenus
aux populations environnantes. Pour préserver cette faune et cette flore, il faut à tout prix générer des revenus, diversifier l'activité pour arrêter la pression sur la faune et la flore. Donc le parc est un bel exemple de comment on peut faire du vivre ensemble entre les humains que nous sommes et puis les animaux qui font partie complètement de cette planète et avec lesquels il faut faire une vraie cohabitation. Revitaliser, donner de la nourriture et du travail aux populations environnantes et ensuite inviter le tourisme à se développer et tout ça évidemment a pour but de créer de l'emploi et de créer de la richesse. Dans les 10 prochaines années, je vais donner un ordre de temps, on voudrait essayer d'arriver à doubler les populations animales. Si on peut montrer qu'en Afrique actuellement, on a des populations animales qui sont en croissance, ça va intéresser beaucoup d'investisseurs dans le domaine du tourisme, ça va permettre de donner confiance. La deuxième chose, c'est qu'on voudrait également augmenter de manière considérable le tourisme, c'est-à-dire qu'on voudrait qu'au moins 50% des revenus du parc puissent couvrir le fonctionnement, les coûts de fonctionnement du parc. La troisième chose, c'est vraiment d'intégrer le parc dans l'économie de la région. Et c'est essentiel qu'on arrive en parallèle à développer toute une série de métiers qui vont accompagner le développement du parc, de manière à ce que celui-ci devienne un élément qui soit soutenu et intégré dans la région.